salut tout le monde, je m'appelle Tommy Godette et je suis très content de vous convier à ce nouvel épisode de Le Tour d'Ivoire. Un peu comme d'habitude, je suis entouré de cerveaux, hein, on peut dire ça comme ça. Maxime Paquette, ça va? Ça va super bien, content d'être là aussi. Je pense que ça vaut la peine qu'on fasse un résumé de ce qui a formé les cerveaux qui vont jaser un petit peu de phénomènes conspirationnistes avec de l'empathie très, très intéressée. Maxime Paquette, toi, tu es Ben oui. psychologue du travail. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai une formation effectivement là, en psychologie. Je suis là aujourd'hui là, à titre personnel, mais quand même, là, moi, ça m'intéresse là, c'est tout l'aspect de la science, de l'enseigner, la vulgariser. Je suis professeur aussi à l'Université de Montréal. OK, ben voilà. Et on a aussi Tommy Colin Vallée, hein, étudiant au doctorat. Oui, mais aussi en psychologie, ben, plus en clinique, puis aussi à titre personnel, mais parce que ça m'intéresse beaucoup, puis que j'aime beaucoup vulgariser et partager mes intérêts comme ça, là. Ça fait des belles discussions. Puis là, on a rajouté quelqu'un qui est de l'autre bord, on pourrait dire, hein. Toi, tu es dans les sciences formelles, mon cher Yann, étudiant au doctorat en micro-machin, adrénochrome appliqué. C'est Là. ça. Non, non, c'est C'est quoi, là? Voyons, je l'ai écrit à quelque c'est ça, moi, je suis en médecine moléculaire, Voilà! puis c'est ça. Donc moi, toutes les affaires, en fait, j'ai une formation de biochimiste, biologie cellulaire, et puis en immunologie. Puis, fait que mon programme, en fait, dans mon programme, je travaille sur le diagnostic de patients et puis des histoires d'anticorps. Donc, Ah, c'est un peu, j'en reviens pas à quel point c'est de ça qu'on parlait depuis c'est pas ça. mal C'est de un peu de là que début. j'arrive Bon, ben pour oui. parler de vaccination et puis de choses comme ça. Et voilà, il est équipé. Et donc, merci beaucoup de te joindre à l'équipe, hein, de plus en Ben, ça plus. fait Puis de plaisir. Merci même, pour l'invitation. ben, Chris, tout le monde win. Fait que là-dessus, je pense que c'est toi qui as monté un petit peu le show d'aujourd'hui. Si la dernière fois, on avait vu un petit peu comme le processus pour accepter une hypothèse et le reste, là, cette fois-ci, on va se saucer un peu plus dans quoi faire avec une hypothèse, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, je vais lancer j'ai fait un petit PowerPoint pour appuyer Ouah! mon propos. Et ça rigole plus. Donc, j'espère que vous le voyez C'est correctement. Je viens sublime. de le lancer. Oui. Donc en fait, moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est finalement qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique, comment on crée du savoir, parce que la dernière fois, on a parlé de comment on parle et puis comment on communique ce savoir, mais maintenant, j'aimerais, en fait, on va discuter de qu'est-ce qu'on fait avec l'état de la science à un moment pour faire de la nouvelle science. Donc, il y a toute une démarche qui a été postulée, en fait, qui a été décrite et qui est appelée la méthode scientifique, qui se fait comme en deux étapes. Donc là, j'ai un peu mis un petit dessin comme ça. L'étape comme dit sur le dessin en bleu, la fuck around, donc qui va être de réfléchir à des affaires et puis d'essayer d'enchaîner des affaires et puis de les mettre ensemble pour créer du savoir, des hypothèses et puis quelque chose, une forme de raisonnement intellectuel. Puis la partie en rouge qui est find out, donc faire des essais. Donc là, qui va être plus pour les gens comme moi, donc qui sommes en laboratoire, ou les cliniciens qui travaillent avec des patients. Mais ça va plus être là d'aller faire des tests. Donc Est-ce que, là, ça va être est-ce que, plus. est-ce qu'on peut dire que la zone bleue, ça serait un petit peu comme l'équivalent de lancer toute sa boîte de blocs Lego à terre, puis là, de commencer à comme essayer de trouver des affaires, puis de dire, ah, finalement, je veux faire une affaire verte. Fait que tu réunis tes blocs Lego verts pour. Tu sais, tu n'as pas nécessairement une idée de ce que ça va donner à la fin, mais tu es en train de te donner une idée de ce que tu veux faire, peut-être. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment justement dans l'image que j'utilise, c'est vraiment un cercle parce qu'on peut revenir toujours au début en Oui. fait, où OK. on peut toujours retracer les affaires. Donc Avoir même si l'idée là de il y a une revenir. flèche, ça ne va pas Il y a nécessairement dans un sens Maxime. unique. Il y a Maxime qui voulait dire quelque chose là-dessus. Ben, en fait, là, justement, c'est plus pour faire un lien avec des sujets qu'on a déjà eus, parce que je vais laisser Yann là, tout introduire là, la méthode Oui, scientifique. oui. C'est pour c'est pour le commentaire qu'on reçoit en se faisant dire, par exemple, quand on est scientifique, que ça aussi, c'est une religion. Les personnes là, qui vont parler de croyances et compagnie. Ben, je pense que oui, il y a des gens qui peuvent traiter la science comme une religion s'ils y croient à tout ce qu'on
que dès qu'on tag scientifique, ils vont y croire. Ça, c'est un problème. Puis, parce que le cercle à Yann, là où je veux en venir, c'est que ça l'illustre très bien. L'aspect du fuck around, puis ensuite find out, c'est que dans la méthode scientifique, à la base, ça nous dit qu'on peut se tromper, on va se tromper, on va fuck around, On va. puis on n'arrivera pas nécessairement avec une vérité. Ouais. Puis même si on trouve quelque chose, il faut qu'on recommence après à se le prouver. Fait que là, je ne veux pas tout vendre le punch, mais la méthode scientifique en tant que telle, c'est un peu le contraire d'une croyance, si on veut. Okay. C'est de mettre à l'épreuve des croyances, justement, plutôt que de les croire aveuglément. Fait que je le mets de cette distinction-là, je pense qu'il peut être importante. La manière qu'on va aborder la science, c'est déjà une posture qu'il faut avoir. Là. C'est ça, c'est super important parce que la science, c'est jamais un endpoint. On veut jamais obtenir un résultat, puis c'est ça, c'est dans le marbre. On n'y revient plus jamais. Ce qu'on va vouloir faire dans la science, c'est faire de la science pour faire plus de science après. C'est comme, mettons, dans la vie, là, avec la pandémie, les gens se sont mis à partir des cultures de sourdough, là, de levure pour faire du pain au levain. Ouais. Puis le but de faire du levain, c'est de faire du levain, puis de faire du levain qui va permettre de faire encore plus de levain, puis de faire hypothétiquement du pain à l'infini. Là, c'est pareil. On va faire de la science à l'infini. On va se servir de quelque chose pour faire plus de science. Puis peut-être qu'un jour, la science qu'on va faire en bout de ligne, en aval, va faire qu'on va... La science est en train de nous lâcher. On a perdu Yann pendant un instant. Ça, et qu'on va dire que... Il va falloir que tu recommences. Il y a quelques phrases, on a eu un petit bug. Excuse-moi, effectivement, je vois que ma connexion saute un peu. Okay. C'est ça. On ne veut jamais arriver à une finalité et puis ça ne bouge plus jamais. On va toujours vouloir regarder la science d'avant avec la science d'après. Puis parfois, on se dira, ça n'a pas d'allure ce qu'on pensait avant, puis on va changer, puis on va tout réanalyser, puis tout reprendre avec les nouvelles connaissances qu'on a. Puis ça va être une notion de paradigme que je vais peut-être introduire un peu plus tard. Super, cool. Donc, moi, je vois ça comme une grande mosaïque aussi, dans le sens que si tu te rapproches de la mosaïque, là, il y a une place pour ajouter une nouvelle petite affaire entre deux autres grosses théories qui prennent plus de place dans la mosaïque. Et tout le monde peut comme participer à la mosaïque, mais trouver une place pour rentrer ta théorie ou tes recherches ou la science que toi, tu explores et tu développes, là, voilà, ça fait une espèce de gros travail d'équipe au final. C'est ça, c'est un peu comme l'idée, alors je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne suis pas physicien, mais c'est un peu comme l'idée entre la physique des particules et puis la physique quantique. C'est à un moment, on a comme deux théories qui sont séparées, puis là, on essaye de faire des liens. Donc, c'est comme dans beaucoup de choses, en fait, on a des éléments qui sont morcelés, qui sont parcellaires comme ça, et puis on essaye de faire des liens pour tout unifier et puis tout comprendre, parce que un peu tout est dans tout, mais ça ne justifie pas tout de dire ça. Effectivement. Donc, si vous voulez bien, on va commencer un petit peu à voir les différentes étapes. Donc, la première étape, finalement, c'est une étape d'observation. C'est quoi notre question à un moment? On ne part pas de rien. On ne part pas avec une idée qui sort le matin dans notre tête. Cette idée, elle vient toujours de quelque part, d'un ensemble de connaissances qu'on a, un ensemble de faits ou des observations. Par exemple, là, dans les petits dessins que j'ai mis sur ma slide, j'ai mis ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais à gauche de Rick et Morty, un virus, c'est le coronavirus. Donc, on observe qu'il y a... Je vais prendre l'exemple que je vais utiliser, c'est un exemple complètement fictionnel d'observation sur le coronavirus et puis comment on arrive peut-être au vaccin ou à des traitements. Donc, on observe qu'il y a un virus qui se balade, un nouveau virus qu'on ne connaît pas. Puis à côté, là, en bas à droite, j'ai mis l'ensemble des symptômes. Donc, notre observation, ça va être finalement, on va avoir des gens qui toussent, on va avoir un mode de transmission XY. Puis tout ça, ça va être documenté par plein de chercheurs partout. Donc, ça va faire ce qu'on appelle un état de l'art, en fait, un state of the art en anglais. C'est vraiment un ensemble de connaissances, une littérature scientifique qu'on va pouvoir agréger. OK. Et après, on voit différents éléments. On voit, là, j'ai mis en bas à gauche un respirateur, donc vraiment pour montrer qu'on a une situation qui est urgente, qui fait que
on a des gens qui en meurent, qui doivent être mis sous des protocoles de soins intensifs et qui vraiment sont très, très scrap. Et si j'ai mis Storm des X-Men en haut à droite, Ouais. c'est en lien avec un concept en fait, de tempête de cytokines, qui sont vraiment de l'inflammation comme une espèce de gigantesque fièvre qui cause en fait les gros problèmes cliniques qu'on voit dans la COVID, qui font que les gens font des problèmes des vaisseaux sanguins qui se bouchent ou des choses OK, comme ça, OK. qui sont vraiment très, très importants. Fait que ça, Donc, c'est une storm méchante, là. c'est ça, c'est une OK. storm méchante. C'est comme celle dans le dernier film au début, là, Oui, elle oui, oui, pas tant oui. de choses. Donc, c'est ça. On a cet ensemble d'éléments, puis cet ensemble de documentation qui vient de partout. Puis on l'agrège. Vraiment, on va voir ensemble tout ça, ce que ça fait, ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a de l'allure, quelles sont les bonnes études, et pour pouvoir finalement se monter un dossier de recherche. Mais là, on n'est encore qu'à des éléments. Le chercheur qui se lance dans cette démarche-là, lui, n'a encore que des éléments de savoir. Il agrège vraiment le savoir des autres. Donc, les autres personnes ont des preuves, les autres équipes de recherche, et puis tous les autres chercheurs, et puis toute la science a plein de preuves partout. Ouais. Mais là, c'est vraiment une étape où on prend des faits qu'on met ensemble, mais c'est pas encore l'étape de vérification. On est encore dans la zone bleue, ça comme a au l'air diagramme d'avant. sacrément compliqué, cette période, cette bout-là aussi, j'ai C'est l'impression. ça. C'est Mais pas C'est ça. les cerveaux. Oui, Maxime. Ben, juste un petit point ici, c'est qu'il faut se rappeler qu'au départ, là, la science, elle veut répondre à des questions. C'est qu'on a un état de situation, comme Yann le dit, il y a un nouveau virus, puis on va avoir des questions qui vont venir par la suite, comment le guérir, ou plutôt comment mieux le comprendre, peu importe, on y arrivera. Puis juste un lien que je voulais faire avec les hypothèses, parce que ça, c'est très important, c'est qu'on se rappelle que la science ne pourra jamais prouver que quelque chose n'existe pas. C'est que parce que l'idée, c'est que peut-être que nos outils ne sont pas assez bons pour les découvrir jusqu'à maintenant. Ce qu'elle cherche par contre à faire, c'est de répondre à une question, comme par exemple, est-ce qu'une méthode est efficace? Et puis cette efficacité-là, est-ce que je dois l'attribuer à ma méthode et non à autre chose? Puis pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est quand tu parlais de ta mosaïque, tantôt, Tommy, quelqu'un pourrait dire, moi, ma science, c'est de comprendre les taux vibratoires. Fait que d'emblée, ça a du bon sens. Sauf qu'un coup que tu fais tes hypothèses sur le taux vibratoire, ben, vas-tu être capable de prouver que c'est ça qui guérit ta maladie et non autre chose, et puis de tout faire l'espèce de méthode scientifique. Je voulais juste le rappeler qu'on ne pourra pas dire que ça ne fonctionne absolument pas, cette histoire de taux vibratoire-là. La science ne permet pas de le faire. Mais d'un autre côté, elle nous permet d'accumuler des preuves. Puis les preuves qu'on a, est-ce qu'elles sont solides? Fait que c'est dans ça qu'on se lance, là. La première phase d'observation, c'est de se trouver une question qu'on a envie d'aborder, puis de creuser, puis de trouver des preuves que cette question-là, elle existe, et non qu'elle n'existe pas. Ouais. Je voulais juste remettre ce point-là parce que je trouve que ça faisait un bon lien avec la dernière fois. Je vais juste enchaîner aussi, Maxime, pour faire le lien avec l'étape 1 aussi. Si on se lance dans une question comme les taux vibratoires, qui est un exemple, puis qu'on s'est basé sur une littérature, mais il faut être capable aussi d'avoir cette idée que finalement, peut-être que notre question n'est pas bonne, peut-être qu'elle n'est pas appuyable par d'autres faits qui ont été trouvés avant. Donc, il faut avoir aussi cette capacité-là de dire, ben, je vais réviser même ma question de départ, là. Si je n'ai pas assez d'informations, si l'information n'est pas crédible ou quoi que ce soit. Bref. Donc, on ne poursuit pas l'aventure si déjà à l'étape 1, ça n'aboutit pas à quelque chose qui peut être crédible aussi, là. Et ça démontre aussi qu'il n'y a rien de tout le processus qui est sacré. Il n'y a rien qui est comme en dehors de la remise en question de A à Z dans le processus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben justement, c'est pour l'étape 2 de la contextualisation que j'ai un petit peu déjà abordée. J'utilisais justement cette image d'une fille derrière un écran de DM, parce que justement, on a déjà plusieurs fois utilisé pour parler des conspitoyens et puis des théories vibratoires et puis tout ce genre d'affaires, de parler que c'est du fait que c'est une grande game de donjons ou de jeux de rôle quelconque, ou pour faire plaisir à Frank de Shadowrun. Ben, là, on va être aussi un petit peu pareil, sauf qu'avec des règles très précises. Donc, nous, en science, on va utiliser des règles très précises. On va y aller by the book.
Donc, on n'invente pas tout ce qui nous arrange, on ne comble pas de trous. On cherche, on n'invente pas pour combler des trous. On cherche à combler des trous en prouvant et en apportant les éléments qui nous manquent. Okay. Et puis on ne négocie pas avec le DM pour pouvoir scraper un jet de dés qui a raté. Qui a raté, oui, effectivement. OK. J'aime beaucoup l'analogie. Donc, c'est ça. Et puis là, j'ai mis justement sur les différentes parties de son bel écran de DM, différentes références, Google Scholar, Medscape, PubMed, qui sont dans mon domaine vraiment les garants du savoir. C'est vraiment là où sont indexés les papiers, les publications, puis c'est vraiment des outils de référence où on peut aller chercher des choses qui sont vraiment présentées dans l'état avec toutes les informations, mais c'est de la documentation, c'est de la documentation professionnelle. Donc, ça apprend effectivement pour pouvoir les lire aussi dans le contexte de pouvoir comprendre ce qui est dedans. Et donc, du coup, ça revient à ce qu'on disait dans notre vidéo précédente, ça apprend de comprendre le jargon et de comprendre la méthode de communication propre à la littérature scientifique. OK. Donc, ça va nous permettre de pouvoir comprendre justement, avec tous ces éléments-là, quel est le consensus scientifique par rapport, dans la situation que je donnais, au virus. On sait que c'est un virus, donc on ne va pas aller chercher nécessairement des éléments relatifs aux bactéries. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même biologie. Ou alors, il faudra avoir vraiment une très bonne justification pour aller faire ça. Mais vraiment, tout est contextuel. Puis justement, comme vous le disiez, Maxime et puis Colin, Tommy, pardon, c'est vraiment, on se pose un contexte et puis des bornes, et puis on va vérifier là-dedans. Puis si ça existe et puis que c'est en dehors, mais que je n'arrive pas à le mesurer, on va dire que ça peut exister et puis qu'on peut le manquer. Mais on va pouvoir dire que dans les bornes, dans les techniques qu'on a, dans les connaissances qu'on a, ce qu'on observe et puis ce qu'on va mesurer plus tard, ça va être le savoir qu'on a et le nouveau savoir qu'on établit, puis ce qu'on montre. Donc, il y a quelque chose qui est important dans les mots, parce que c'est quand même important, même si on n'est pas en sciences, on n'est pas nécessairement des littéraires, c'est l'impact des mots et puis des différentes notions. En sciences, en fait, on montre toujours, en fait. On montre des choses, donc on a des mesures, des choses comme ça, mais on ne démontre jamais. Parce que démontrer, ça serait de poser un contexte, des axiomes, et ça, c'est propre aux sciences mathématiques, donc ça, ils peuvent le faire en mathématiques. Ils posent des éléments pour faire avancer du savoir, mais nous, on pose une hypothèse qui se base sur du savoir préexistant. Donc, on montre des nouvelles choses sans avoir de savoir qu'on invente avant de le vérifier. Donc, c'est une petite notion qui est un petit peu sensible. Donc, ça, c'est vraiment tout l'aspect de contextualisation. Puis, une fois qu'on a fait cette contextualisation, donc tout ça, par exemple, on pourra l'utiliser pour aller déposer des demandes de financement. Quand on est étudiant, on pourra faire des demandes de bourse pour financer son projet. On pourra faire… là, c'est vraiment l'idée où on peut aussi aller dire ça nous intéresse. Puis, est-ce qu'on peut avoir de l'argent, parce que la recherche, ça coûte cher, et puis aller chercher… des subventions de l'État, des subventions de sociétés ou des choses comme ça. Puis on pourra y revenir justement avec le gros cheval de bataille des conspirationnistes, des conflits d'intérêts. Oh shit, oui. C'est vraiment là où finalement on va commencer à faire la première présentation de nos savoirs. Où on en vient. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans mon domaine, en doctorat, c'est vraiment un des premiers gros examens de doctorat. On ne montre pas de résultats, on montre juste notre contextualisation et notre compréhension du contexte. C'est notre examen prédoctoral. C'est un des éléments qu'il faut passer pour pouvoir continuer le doctorat. Donc, une fois qu'on a tout ça, on pose Yann, une hypothèse. Ouais, vas-y, juste de manière très, très vulgarisée, là, pour cette étape-là, la 2 puis la 3 à laquelle tu arrives, on l'appelle souvent aussi l'étape de problématisation ou la problématique. Donc, l'idée, c'est pourquoi c'est utile de faire ta recherche. Donc, à quoi ça nous donne?
Est-ce que tu vas être capable de l'amener à terme? Puis justement, dans le fond, le problème, c'est quoi son contexte? Quel est le savoir qu'on connaît? Et puis, comment on va penser à le résoudre? Ben là, je te laisse continuer parce que c'est la suite. Mais en premier, il faut qu'on ait un problème qui soit digne de mention ou digne d'intérêt et qu'on pense pouvoir mener à terme. Sinon, c'est là qu'on recommence. Quand on disait tout à l'heure, ben, les taux vibratoires, c'est intéressant, mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour les mesurer? Si la réponse est non, ben, peut-être un jour, mais maintenant non. Donc, je ne touche pas à ça, par exemple. Ce que vous nommez aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a comme une espèce de mécanisme de gatekeeping, cette étape-là aussi, où finalement, on ne peut pas vraiment aller plus loin s'il n'y a pas un appui quelconque là, avant pour montrer que c'est effectivement un bon problème, puis que les moyens pour le résoudre ben, sont crédibles, sont réalistes aussi. Là. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Là. Ça peut être un appui financier, académique, il y a toutes sortes d'appuis à ce moment-là. C'est ça. Il faut que tu sois légitime. Ton processus, puis de continuer. Voilà. C'est ça. Et puis, justement, cet aspect est super intéressant parce que tu as comme un double gatekeeping qui fait que est-ce que ta question est légitime scientifiquement parlant, et puis ça va être vérifié par les pairs, par les organismes subventionnaires, par les universités, par d'autres scientifiques. Et aussi, il peut y avoir une question de est-ce que ta problématique de recherche, ta question est une question qui peut être utile à la société ou est-ce que c'est vraiment une question qu'on se pose parce que parfois on pourrait se poser des questions, arriver à des raisonnements qui sont tout à fait fiables sur le plan scientifique, mais qui ne sont pas des questions d'actualité brûlante. C'est pour ça que par exemple, face à la problématique de la COVID, il y a eu une multiplication des projets de recherche sur la COVID parce que c'est notre problème immédiat, et que ça paralyse la société, et que c'est bien de pouvoir gérer ça pour pouvoir avancer, puis après on reprendra tout le reste. Donc c'est un petit peu pénible. C'est tout. C'est aussi pour ça que ça va plus vite. Et voilà. C'est ça. Donc c'est ça. On valide. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que la pensée est bonne? Et est-ce qu'elle est intéressante? Donc, c'est ça. On arrive à une hypothèse. Puis une hypothèse, en biologie, en recherche, moi, on m'a appris à formuler qu'une hypothèse, si j'ai mis un point d'exclamation sur l'image, ce n'est pas une question ou une hypothèse. C'est une affirmation. C'est « je pense que quelque chose » en fonction de toutes les observations que j'ai faites et que j'ai agrégées. Donc, avant d'arriver, encore une fois, à l'hypothèse, il faut avoir présenté tous ces éléments de savoir et comment on les met ensemble de façon logique pour dire « je pense que c'est ça ». Et puis après, vérifier si c'est bien ça qu'on observe. Fait que là, je pense qu'on peut comme mettre au clair, là, il y a plusieurs personnes qui pensaient qu'une recherche commençait par une hypothèse qu'on essayait de vérifier après. Et là, regarde, tu vois, il est écrit « étape 3 ». Hypothèse. Fait que l'hypothèse vient quand même loin dans le processus si on considère que tu viens de digérer un petit peu tout ce que la littérature avait réussi à réunir sur le sujet que tu veux étudier. Ça a l'air d'être une tâche considérable, je en ai parlé tantôt, mais là, on est rendu à l'étape 3. Là, on formule une hypothèse et tu vois, gars, il y a un point d'exclamation. C'est pas est-ce que si ça se passe ça, c'est ça. C'est je pense que ça va donner ça si je fais ça. Merci. Il y a une nuance ici. Il y a deux types d'hypothèses. C'est que tu peux être soit exploratoire, donc je veux mieux comprendre la cause de, mais généralement, quand on veut, surtout comme Yann dit, là, dans une science, en médecine moléculaire, par exemple, ben, on veut comprendre un phénomène. En psychologie, ça pourrait être, par exemple, les causes de la pensée conspirationniste sont Mais là, pour aller réussir, si on veut, à comprendre ça ou à tester des causes, on n'est peut-être pas tout à fait rendu là. Donc, on pourrait émettre des hypothèses un peu plus exploratoires. Donc, nous voulons vérifier si telles causes sont possibles parmi d'autres ou on veut chercher à avoir un peu plus d'informations parce qu'on n'en a pas assez. Mais ça, c'est peut-être une nuance très science sociale. Là. Quand on veut explorer, c'est qu'on n'a pas encore toutes les connaissances qu'on a besoin pour faire une hypothèse plus solide, si on veut. Mais dans notre tête, on se dit, quand je vais avoir plus exploré, puis je vais avoir des meilleurs points d'assise, là, je vais faire le test exactement comme Yann dit. Je vais tester, c'est-tu un trait de personnalité, c'est-tu un besoin d'appartenance? Là, on commence à prendre nos mesures puis à tester. Mais au début, on ne le sait peut-être juste pas. Là, on a un nouveau phénomène.
comme, mettons, quand les réseaux sociaux sont arrivés, puis tout ce que ça a amené sur le plan communicationnel, ben, les personnes en com, là, ils en ont fait de l'exploratoire là, pour juste voir comment les gens réagissent, par exemple. J'irais peut-être un peu, juste pour faire du pouce sur ce que Maxime dit, puis aller un peu plus loin même dans la nuance, que lorsqu'on sort de la science pure, puis on rentre dans la science sociale, c'est très rare qu'on va parler de cause. On va parler plus de corrélation, en fait, parce qu'en une science qui est plus statistique. Donc, on regarde les probabilités qu'une chose soit associée à une autre. OK. Donc, encore là, une fois, c'est un niveau peut-être de nuance à apporter, mais ça veut dire que finalement, on ne peut pas prouver encore. Big Gates, on voit que ça se reproduit souvent, ces deux choses-là vont ensemble. OK. Oui, puis quand on établit des causalités, là, quand on dit, par exemple, tel phénomène cause l'autre, c'est qu'on est à peu près certain, on a éliminé à peu près toutes les autres possibilités. Puis encore, ce qu'il faut dire quand on est honnête, c'est qu'on établit la causalité maintenant avec les outils que nous avions à notre disposition. Puis on verra dans le futur. Il y a toujours la possibilité qu'on se soit trompé qui est là. Oui. Oh oui. C'est ça. Puis c'est là où justement c'est super important. Effectivement, comme vous le dites, comme vous l'avez tous montré, c'est très dépendant en fait la façon dont on pense et puis dont on présente les choses du domaine de sciences fondamentales ou sociales ou n'importe, même au sein des différents types de sciences au sein de ces grandes familles. On a chacun des modes de pensée. Puis puis comme je le présentais la dernière fois, on va tous communiquer aussi à un moment quand on va vouloir travailler ensemble pour tout mettre notre science ensemble. Alors après, on va faire comme des agrégats de plein de roues ensemble. Et puis, c'est ça, la science, on met toujours plein de choses ensemble pour essayer d'en faire plus, en fait. C'est toujours très additif, en fait, comme ça. Donc, on va tous aussi devoir comprendre nos mécanismes propres et puis les façons dont on réagit, puis dont on pense la science, dont on mesure les choses et puis dont on pose des hypothèses pour pouvoir voir un petit peu comment tous on peut s'articuler. Puis comme tu disais, Maxime, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce qu'à ce moment-là, effectivement, on peut se dire, ben, ce que je sais, ce que je dis, ben, ça va être juste et puis ça va être mesuré et puis ça va, à un moment donné de l'histoire et puis de la science. Puis ça vient à une notion dont j'ai vite fait parler avant, qui est la notion de paradigme qui a été posée, il me semble, par Kuhn, puis qui est en fait une notion qui décrit, pour faire simple, qu'un paradigme, c'est la science à un moment donné dans l'histoire. C'est comme faire une photo. On fait une photo de tout ce qu'on sait dans un domaine, et puis c'est ce qu'on pense. C'est notre cadre de pensée sur lequel on développe de la nouvelle science à ce moment-là. Okay. Par exemple, ça évolue dans le temps parce que plus on avance, plus on va avoir d'observations fines et puis de choses comme ça qui vont aller à l'encontre ou qui vont aller faire des petites bugs dans la matrice, puis dans ce paradigme. Et puis au bout d'un moment, on va avoir trop de bugs et on va se dire, notre paradigme, il faut le revoir. On arrive à la limite de ce que ces observations peuvent nous donner pour aller faire plus de science. Puis là, c'est ce qu'on appelle une crise. Et on continue à avancer la science, à voir des choses. Et puis au bout d'un moment, à force de démarches scientifiques, on arrive à créer un nouveau cadre de pensée qui va permettre à la science de continuer et de sortir de cette crise qui va être une révolution scientifique, un nouveau paradigme. Donc, vous en donnez un exemple de paradigme en psychologie, là, pour que ce soit vraiment clair. C'est des manières de penser, des manières d'approcher la science. Là, imaginons, on va dire dans le début des années 1900 et la suite, on s'est beaucoup concentré, par exemple, sur les pathologies des gens, sur leurs dysfonctions, sur ce qui ne fonctionnait pas bien. Fait qu'on pourrait appeler ça un paradigme davantage psychopathologique. Et puis, à la fin des années 1900, début 2000, il y a aussi des paradigmes qui ont ressorti en lien avec les forces des gens. La psychologie positive, ce n'est pas juste là, des conneries là, que les gourous vont parler. Là. Ça peut être quelque chose de très sérieux. Comme par exemple, l'approche de la résilience ressort de ça. L'idée de ça, la résilience, c'est que tu prends deux personnes qui vivent des difficultés vraiment similaires. Il y en a une qui souffre, mais qui a fini par s'en sortir. Puis l'autre d'à côté souffre, puis sa vie tourne mal comme on s'y serait attendu. Mais c'est quoi qui fait que la personne a été résiliente? C'est quoi ces forces qui font la différence? Fait qu'on est plus dans une perspective de prévention, puis de chercher à soutenir les difficultés plutôt que de les expliquer.
Mais le paradigme de psychopathologie est complémentaire à celui de la psychopositive. Il ne s'annule pas. C'est deux manières de voir les choses qui vont évoluer ensemble. Mais parfois, il y a certains paradigmes qu'on va mettre de côté parce qu'on se rend compte qu'on est à côté de la plaque, un peu comme ce que Yann expliquait. Donc, c'est le fait d'avoir plusieurs paradigmes qui bougent ensemble puis qui s'entrechoquent qui nous permet d'avoir de la science encore plus efficace. Puis, dernier point, là, même chose avec les approches psychologiques. De faire de la psychanalyse, comme Freud disait, c'est peut-être pas la meilleure chose comparativement, mettons, à de la psychologie cognitive. Là, ça clash ensemble, il y a des mélanges qui se font. Fait que je ne veux pas partir là, mais c'est que cet aspect additif que Yann disait est super important parce qu'on finit par beaucoup mieux comprendre. Là. Fait que, voilà. C'était ça pour l'exemple. J'espère que ce sera assez clair. Oui, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Il y a en effet un changement de paradigme qui peut être plus de l'ordre de la thèse, antithèse, synthèse, où on voit une espèce d'agglomération, d'accumulation, puis finalement, on arrive à une compréhension plus complexe et plus nuancée. Ou on peut avoir complètement un changement de paradigme, une cassure assez nette. Par exemple, en astronomie, quand on est passé d'un modèle géocentriste à un modèle héliocentriste avec la révolution copernicienne, c'est clair qu'il y a un avant et un après. Là. Voilà, très bon exemple de paradigme en esti, ça. On avance, Yann. Oui, ben, j'avais juste peut-être un dernier exemple de paradigme, justement en santé. On a le temps. On a le temps, let's go. Super. Ben, en santé, par rapport au virus, un peu l'évolution des paradigmes. Alors, je vais commencer par parler de bactéries. On ne va pas parler du coronavirus, mais on va parler des maladies infectieuses. À l'époque des Grecs anciens, Hippocrate et puis tout cela. La gang, c'est la gang! Ouais, la gang! Arrête! Ils pensaient trouver l'équation flottée, capoter. Au début, ils pensaient que le corps était fait de 4 éléments. Eau, feu, terre, air. Les classiques, c'est Avatar. Puis ils pensaient, par exemple, alors ils ne connaissaient pas la maladie, ils ne l'avaient pas décrite comme à l'heure actuelle, mais on s'est rendu compte que c'était le choléra. Puis le choléra, globalement, ça donne des diarrhées. Donc, tu vas aux toilettes, puis c'est liquide. Donc, ils se sont dit, il y a quelque chose de liquide qui sort du corps. L'inverse le liquide, c'est l'eau. L'inverse du liquide, c'est le feu. Donc, en fait, c'est des gens qui vont être malades parce qu'ils ont trop de feu et pas assez d'eau dans leur corps, dans leurs éléments. Donc, on va les soigner en leur donnant plus d'eau parce qu'on refait une balance. Et puis aujourd'hui, on se dit, ouais, bof. Mais en fait, c'est bon de s'hydrater finalement. C'est ça. En fait, avec le savoir qu'ils avaient à l'époque, ils n'avaient pas tort. Parce qu'au corps aujourd'hui, les patients qui ont le choléra, qu'est-ce qu'on fait? On les plug sous le soluté pour qu'ils soient plus déshydratés. On leur donne de l'eau. Sauf que maintenant, on sait que il y a un microbe, le Vibrio cholerae, qui les rend malades. On sait pourquoi. Il faut faire attention aux associations abusives aussi, parce que si je disais le fait de boire trop de Molson, ça donne le choléra parce que j'ai la diarrhée, c'est là que des fois, il y a des raccourcis un peu nono là, qui sont faits. Puis quand on est dans l'ordre de la croyance, là, j'ai été raide, là, on s'entend, là, mais désolé pour la pub. C'est bon pour la labatte et pour toutes les autres sortes, là, mais comprenez ce que je veux dire. C'est facile de faire des liens douteux, puis après ça, de le marteler avec un statut ou quoi que ce soit. Là. Puis je veux dire, ça me ramène aussi au fait que la science évolue, parce que si dans le temps, c'était ce que les savants ou les personnes, les penseurs avaient comme conclusion, et que de nos jours, on a des outils qui nous permettent de revoir ces hypothèses-là et de comprendre que finalement, il y a un bacille ou il y a quelque chose et il y a des solutions qui sont sûrement un petit peu plus efficaces que juste boire plus d'eau. Mais voilà, on avance tout le monde là-dedans, là, ça c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Justement, pour parler de ça, tu vois, justement, dans la science, on a tout ce cadre et puis on avance en fonction de ce qu'on sait. C'est pas comme, par exemple, un chanteur quelconque qui se filme dans son jardin, ou en tout cas derrière chez lui, puis qui dit qu'on pourrait mettre des tours vibratoires sur la colline là-bas, la colline là-bas, la colline là, puis ça donne de l'énergie à tout le monde, et puis ça prend à 20 000 pièces chacune, et puis on a de l'énergie participative et infinie. Ça a été démontré encore et encore qu'à l'aune des connaissances qu'on a actuellement, c'est pas possible.
Dans toutes les connaissances qu'on a, ça ne se fait pas. Il paraît que Tesla, il y a... Non, c'est ça, c'est ça. Mais après, ça, c'est la crise. Ils sentent qu'il y a une crise. Il y a une crise scientifique et puis qu'il y a quelque chose qu'on nous cache ou quelque chose qu'on ne sait pas. Eux, ils se placent comme sauveurs de l'humanité, les conspirationnistes qui sont un peu comme ça, des libres penseurs qui échafaudent des théories bancales. Mais on a déjà vu dans l'histoire, on a eu des exemples, pour revenir aux microbes, par exemple l'exemple d'Ignaz Semmelweis, un médecin hongrois, que personne ne connaît en dehors de la science, qui aussi a été un lanceur d'Arlette à l'époque, et que personne n'a écouté, mais qui a fini par avoir raison. Donc, Ignaz Semmelweis, c'était un gynécologue obstétricien chirurgien qui travaillait en Hongrie, puis il voyait que des femmes mouraient d'infections, puis on ne connaissait pas les virus, on ne connaissait pas les bactéries, on ne connaissait rien à l'époque. En tout cas, rien de tout ça. Puis il a mené son enquête, il a regardé ce qui se passait. À l'époque, on pensait que c'était, il y avait la théorie des miasmes, on pensait que c'était une espèce d'influence cosmogonique dans l'atmosphère, comme ça, des gaz ou quelque chose qui se transmettent. On n'en savait rien. Donc bref, il a étudié la question, il arrivait à voir que souvent les médecins faisaient plusieurs affaires et puis il n'y avait pas les spécialités comme aujourd'hui. Donc souvent, les médecins passaient, par exemple, d'une dissection à un accouchement. En tout cas, c'était quelque chose qui se faisait souvent dans justement son service de gynécologie obstétrique. Puis en fait, il a remarqué que son meilleur ami à l'époque était passé d'une dissection, puis se coupe le doigt, puis quelques jours après meurt avec des symptômes similaires à ceux des femmes enceintes qui meurent. Puis il se dit, le lien entre les deux, c'est la dissection. Donc après, il a recommandé aux médecins de se laver les mains. Quelle idée novatrice! C'est ça. Mais à l'époque, on ne le savait pas. On ne connaissait pas la transmission. 1845, je pense. Quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Napoléon, puis tout. Puis, non, c'est quand même relativement récent. C'est récent, c'est capoté. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que Yann vient de dire, il vient de repasser parmi les premières étapes. Il y a eu une observation d'un phénomène. Absolument. Puis on a pu faire des hypothèses et les tester par la suite. Voilà. Il perd son chum là-dedans, là, mais bon. C'est ça. Ça prend des idées weird pour être capable de brasser un paradigme. Fait que l'histoire là, des tours et de l'énergie infinie là, elle est super intéressante. Mais l'idée, c'est est-ce que je vais être capable d'y arriver? Puis, juste pour faire d'autres parallèles geeks, quand on regardait, par exemple, je ne sais pas moi, on pourrait penser à 1984 ou juste Star Trek Next Generation, dans le temps qu'il y avait des tablettes, là. Dans les années 90, c'était pas encore possible vraiment de te promener avec un écran aussi petit, d'être capable de Big Brother qui nous surveille, là, c'était de la science-fiction, mais ça en prend des idées comme ça pour pousser ensuite la découverte. C'est juste que quand tu es scientifique puis tu dis je ne suis pas encore capable de faire mes tours d'énergie perpétuelle, il ne faut pas abandonner l'idée. Mais on peut abandonner l'idée de l'essayer tant qu'on n'a pas fait une découverte qui nous permet d'y arriver. C'est pour ça qu'on a des trucs comme le Great Hadron Collider ou d'autres patentes en physique qui vont nous permettre peut-être d'y arriver. Mais là, c'est pas qu'une théorie fumeuse puis justement d'autres choses à fumer autour de ton feu que tu vas vraiment régler le problème. Tesla, man. C'est ça. Ouais. Puis donc, pour revenir sur notre bon chum Ignace, personne ne l'a écouté finalement parce qu'il n'était pas dans des réseaux de communication. Puis justement, ce n'était pas un bon communicant scientifique. Puis il est mort dans l'oubli quasi total. Il est mort semi-fou. Et puis il est mort dans son coin. Et puis quelques années après, Liszt est arrivé. Puis lui a proposé l'asepsie. C'est le premier concept d'asepsie. Puis après, il y a eu Pasteur qui a posé la théorie des micro-organismes. Donc lui a vu des bactéries se développer. Mais Pasteur, à l'époque, ne connaissait pas les virus. Ça a pris de développer le microscope électronique pour pouvoir voir les virus et puis pouvoir voir que on retrouve du virus dans le sang des patients, et puis de pouvoir faire des associations et puis de comprendre que parce que c'est l'actualité récente, que le VIH cause le sida, que on a déjà vu du coronavirus dans les patients et puis dans les fluides, et puis tout ça, c'est pas des grandes cabales et des grands mensonges, c'est des choses qui ont été observées.
les bactéries, je dirais, comme à peu près gros comme des cellules humaines. Là. Ça varie beaucoup la grosseur. Mais les virus, là, tu es à peu près 1000 fois plus petit qu'une C'est bactérie. très, très petit, ouais. C'est vraiment infinitésimal. C'est une toute petite affaire. Fait que là, à l'époque de Pasteur et du reste, juste d'être capable d'observer, mettons, Brown qui a trouvé le mouvement brownien en regardant des particules de pollen qui réagissaient quand il n'y avait rien autour sous vide, tu sais, ce genre d'affaires-là. Après ça, les outils se développent. Puis là, effectivement, avec les gros microscopes, on peut découvrir les virus. On peut découvrir aussi que la vie est fractale, que la réalité est fractale, que nous, avec nos sens, on est confiné à un étage de cette fractalité-là, puis que ça fait partie d'un processus d'humilité que d'être capable de reconnaître qu'il se passe plein d'affaires dès que tu montes d'un niveau fractal ou dès que tu descends d'un niveau fractal. Puis là, ben, on est en train de le voir, Esti, lavez-vous les mains, ça fait même pas 200 ans que les scientifiques le savent que c'est important de faire ça. Il allait faire une autopsie de quelqu'un qui venait de crever, puis après ça, il allait plonger ses mains-là dans le ventre d'une maman qui est en train d'accoucher. La maman mourait, bah, ben tout bad, hein, ça va pas bien ces temps-ci. Ben non, lave-toi les mains, tu. Là, dans ce temps-là, le monde, il criait, non, mais là, son système immunitaire, puis là, il faut qu'il mange de la terre pour se refaire, puis ces affaires-là. Moi, ça ne me tente pas de me laver les mains. Il y a dû en avoir des médecins qui ont résisté à ce oui, moment-là pour dire, comme la ceinture de sécurité puis le vaccin, là, faut que ça, moi, j'en ai accouché des milliers de femmes, il y en a juste 10 qui sont mortes, c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. Voyons donc. Ah oui, c'est sûr. À tout changement, il y a de la résistance, peu importe c'est quoi, puis les bonnes raisons. C'est ça, c'est ça. Et, un petit inconvénient dans lequel on se finalement où on concède a permis d'apporter de grandes améliorations à terme scientifique. Ben, ça sera pareil, on se rendra peut-être compte un jour que le masque, quand on est malade, ben, ça peut être bien, comme on l'a vu, comme on l'a vu en Asie. C'est quand même quelque chose qui est assez devenu un phénomène assez culturel en Asie, que ben, c'est bien de se laver les mains régulièrement. On n'est pas obligé de prendre du gel hydroalcoolique, du savon bien classique suffit. Mais voilà, donc peut-être que ça va être effectivement des choses qui vont découler de la pandémie, qui vont améliorer la société. Il faut voir le positif dedans. Mais ça reste encore beaucoup de chevaux de bataille et puis de bataille à mener. Et voilà. Donc, ben, je vais pouvoir avancer. Ben oui, on est prêt. On a une hypothèse. Il est tabarnak. C'est ça. Donc là, on arrive dans le sujet. On a fait cette partie qui est vraiment plus intellectuelle. Maintenant, on va passer sur le terrain. Puis sur le terrain, ça va être d'aller voir, comme je disais avant, des patients quand on est médecin ou quand on est dans une équipe de soignants. Pour moi, ça va être de récupérer des échantillons de patients, de récupérer des échantillons d'animaux, de faire des affaires à la paillasse, au labo, et puis de faire des tests. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va choisir dans un premier temps, quelle est la meilleure approche qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir étudier quelque chose. Donc, quel est le meilleur cadre qu'on va se poser pour répondre à la question qu'on s'est posée avant. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier un microscope en les regardant avec nos lunettes de vue. Un microscope. On ne va pas étudier un virus avec nos lunettes de vue. Non, ça va prendre, si on veut visualiser le virus, de la microscopie électronique. On ne va pas aller chercher des choses là où on devrait pas le faire. C'est ce qui arrive justement à ma slide suivante. C'est par exemple dans le cadre de la COVID. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? En bas à droite, j'ai mis des soignants au chevet d'un malade. Est-ce qu'on travaille sur des échantillons humains? Donc, est-ce qu'on veut étudier la maladie? Donc, on va prendre du sang, du mucus, je ne sais pas quoi, de patients, et puis étudier quelque chose. Mais en fait, on ne pourra pas étudier, par exemple, on ne pourra pas donner la maladie théoriquement à un humain. On a un contingent et un aspect éthique qui nous limite là-dedans. Alors après, il y a des protocoles qui sont faits en Angleterre, mais ça devient des choses très, très spécifiques
où les patients sont très, très sûrs ont été très, très documentés sur les risques de la maladie, sur ce qui va leur être inoculé, et puis comment ils vont être suivis. Puis ils sont très, très suivis. Et puis, il y a toute aussi une assurance risque qui vient avec si ces patients font des complications. Est-ce que je vais étudier, ça revient à la question de la dernière fois, est-ce que je vais étudier la COVID dans les souris? Ben non. Principalement, normalement, non. Parce que les souris, ce n'est pas des modèles de COVID. Elles peuvent avoir éventuellement la maladie, elles ne font pas de symptômes. Puis ça prend, sinon, comme je disais dans la dernière vidéo où j'ai participé, ça prend des souris qui sont modifiées génétiquement. Puis encore une fois, là, on ne verra pas toute la maladie. On verra des aspects spécifiques de la maladie dépendant de la modification qu'on fait à la souris. Donc les meilleures choses qu'on a, les meilleurs modèles animaux qu'on a pour étudier par exemple la COVID, ça va être en bas à droite, Billy, notre petite furet à nœud papillon. Non, pas des furets. Ouais. Les furets sont sensibles à la COVID. Sauf que les furets, ce n'est pas des modèles où on peut jouer sur les gènes, c'est pas des modèles classiques de laboratoire, donc ils ne sont pas aussi bien documentés, donc ça vient avec des inconvénients. Certes, on pourra voir la maladie, on pourra étudier les modèles de contagion, de transmission, mais on ne pourra pas jouer sur la biologie de la maladie. Là, ça reprendra des souris spécifiques. Puis pareil. C'est compliqué. Oui. Pourquoi quand tu ne connais pas leur génome, oui, quand ils ne se reproduisent pas à la même vitesse, il y a plein de paramètres là, qui font qu'on va aimer un modèle plus que l'autre. Fait que ça, c'est comme, je veux dire, à la place de comme pendre Big Gates, il faut tout faire ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Bon. Puis à la fin, on a notre ami au milieu, Johnny. Johnny le singe macaque. Il est en train de boire son petit Gatorade de COVID, là. C'est un bon modèle, ça ressemble à l'humain, un macaque. C'est très, très proche. Ils sont à 99 quelque chose % similaires à nous sur le plan du génome. Mais c'est un gros problème. C'est difficile à gérer des macaques. C'est vraiment très, très complexe en laboratoire. Ça demande des infrastructures particulières. Ça demande de les mettre à la retraite à la fin du protocole, là où une souris, on peut l'euthanasier, ou on a une autre gestion. Ça coûte très, très cher et c'est très, très complexe. Donc, ça va vraiment être des modèles un petit peu de dernier ressort ou de confirmation. OK. Donc, voilà. Il y a des aspects éthiques aussi. Pas partir sur le véganisme et compagnie, là, mais si on a autant de données scientifiques, c'est parce qu'on a les animaux, puis il faut les remercier. Malgré qu'on fait des tests sur eux, il faut chercher à avoir un comportement acceptable envers ces animaux-là. Puis c'est important ce que tu viens de mentionner, là, la retraite, par exemple, pour ces macaques-là qui n'ont pas terminé leur vie. On pourrait juste les tuer, oui, mais est-ce qu'on veut faire ça? Je suis d'accord, effectivement. C'est ça, et puis on ne les remercie pas assez, les souris, mais il me semble que c'est au Japon, dans un centre de recherche, les gens pourront faire leurs recherches, il y a devant un centre de recherche une statue d'une souris qui est en train de tricoter des brins d'ADN. Et c'est une statue en hommage à tous les modèles animaux utilisés en laboratoire, et puis pour les remercier. C'est une charmante attention. C'est ça. Effectivement, il ne faut pas les oublier. C'est ça. Puis même là-dedans, justement pour rebondir sur l'aspect éthique, on ne fait pas n'importe quoi avec des animaux. J'ai déjà connu par exemple des étudiants ou des gens qui ne manipulaient pas correctement les souris, par exemple, et puis qui sont vus leurs droits d'expérimentation sur des souris révoqués, parce qu'il n'y a pas de raison de créer des souffrances inutiles à un modèle animal. Comme par exemple le MAPAC en abattoir. Il n'y a pas de raison, même si l'animal meurt à la fin, de le faire souffrir plus que de nécessaire. Ça baisse la qualité de la recherche, ça induit des biais, comme ça baisse la qualité de la viande si ton cochon, ton mouton, n'importe quoi souffre à l'abattoir. C'est vraiment strictement réglementé. Ça devient rapidement amoral aussi. C'est vraiment pas correct. Absolument. Par rapport à l'aspect éthique, je rajouterais même que, spécifiquement au Canada, mais je sais qu'ailleurs aussi, ça doit être assez similaire, pour chaque étape d'expérimentation, chaque protocole,
il y a une vérification par un comité éthique qui est faite systématiquement. On ne peut pas décider de partir d'une expérimentation sans avoir l'aval de comités gouvernementaux qui décident, finalement, c'est des groupes d'experts en la matière qui décident que, finalement, le protocole, il respecte certains paramètres. D'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes ont une formation à faire au préalable pour pouvoir entrer dans la recherche. Donc, on s'entend que ça touche toutes les recherches qui ont lieu avec du matériel biologique, donc que ce soit des humains, que ce soit des animaux ou même du sang. Là. Donc, on ne peut pas décider de faire de l'expérimentation sans l'aval de ces comités-là. Donc, c'est un autre gatekeeping qui existe. Puis aussi, ben, c'est aussi pour un peu mettre un peu le clou dans le cercueil de l'argument selon lequel on nous cache des affaires. Mais non, c'est très transparent, là, au contraire. OK. Peut-être juste pour faire un lien avec ce que j'avais dit plus tôt, là, rapidement, la raison pour laquelle certaines recherches vont plus vite que d'autres, ben, l'aspect éthique, c'est une des choses qui ralentit le plus les recherches. Puis, il y a plusieurs des découvertes qui ont été faites pendant des guerres où est-ce qu'il y avait des raccourcis, certains modèles prisonniers qui ont été utilisés. Ben, ça peut accélérer. Puis je peux comprendre que des gens ont peur actuellement qu'avec la COVID, il y a eu ce genre de raccourci-là de prix. Mais n'oubliez pas, l'autre facteur que j'ai dit aussi, c'est le besoin ou la pertinence sociale. Tu sais, si on se dit telle sorte de cancer, il y a 4 personnes écart sur la Terre qui l'a, ben, peut-être que les laboratoires ne vont pas beaucoup mettre d'efforts. Mais quand on est menacé par une maladie qui peut terrasser plusieurs aspects de notre société, c'est comme peut-être évident que les gens vont partager plus que d'habitude, mettons. Ouais. Fait que, il y a ça aussi qui est oublié. Là. C'est quoi notre intérêt commun? Puis, pour faire encore une espèce d'amalgame très geek, ben, souvent quand on parle de racisme puis on parle d'intolérance entre nous, c'est parce qu'on n'a pas un plus gros ennemi. Puis on regarde ça là, dans les films de science-fiction où est-ce que les extraterrestres débarquent, là, il n'y en a plus de problème de nation. Ouais. C'est un peu ça le principe avec la COVID, je pense. Là. C'est pourquoi chercher des poux puis un intérêt aussi perfide quand il y a du monde qui meurt, là? En tout cas, moi, l'équation est assez simple. Je donne une opinion très personnelle. Là, ben, je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des gens qui vont faire la pièce avec les traitements. Là. C'est clair. C'est sûr. Mais y a-t-il vraiment juste ça? Je pense pas. Non, effectivement. Je pense qu'un des problèmes ici, c'est que l'ennemi commun est un ennemi qui lui-même discrimine les gens. Oui, effectivement. On n'est pas tous égaux face à la COVID. C'est vrai. Il y en a qui sont asymptomatiques et qui restent contagieux. Mm-hmm. Ça rend la maladie très insidieuse et particulière, effectivement. Ben, on poursuit, là. On est rendu avec des singes et des furets. Ça va quand même bien. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est ça, pour revenir un petit peu justement sur ces dernières choses-là. Il y a comme un argument qui revient très fréquemment chez les complotistes, c'est tous pourris. Mais déjà, ça montre indistinctement, effectivement, ça désigne un groupe au même titre que du racisme ou d'une phobie quelconque, xénophobie, homophobie ou quoi donc. C'est vraiment prendre le groupe et puis lui assigner des traits de caractère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scientifiques qui ont fraudé la science ou quoi. Justement, par exemple, le Lancet Gate ou des choses comme ça. Mais justement, des gens sont revenus ou qui ont publié des données biaisées. Mais justement, la science est revenue dessus et puis a pu se rendre compte que soit c'était frauduleux, soit c'était biaisé, puis a pu prendre les mesures rétrospectives pour pouvoir indiquer les défauts relatifs à chacune de ces expériences. Et puis, par là même, on entend souvent parler du procès de Nuremberg. C'est une grosse affaire, il paraît, dans l'histoire. Hein? Ben, ça rendu à 2.0. Ouais, c'est ça. Puis, alors ça, c'est plus par rapport au travail sur les humains et la recherche sur les humains, mais on a la déclaration d'Helsinki pour pas avoir besoin de refaire justement de Nuremberg 2.0. On doit justement, quand on travaille avec des humains, toujours faire en sorte que l'humain d'avoir son consentement éclairé. Puis le fait que ça soit éclairé, c'est vraiment que à pleine capacité de ses connaissances, l'humain sujet à la recherche ou participant à la recherche soit une connaissance la plus grande possible
par rapport à sa formation et puis à tout ce qu'il peut comprendre dans son éducation et puis tout, voilà. par rapport à ce qu'on va lui demander ou ce qu'il va subir ou ce qu'il va... Donc, on ne teste pas sur les gens à la sauvage, comme ça. Donc, une fois qu'on a ces données, tout ça, ben justement, on va en faire de quoi? Donc, avant de parler plus du travail final de présentation des données de recherche qu'on a, je vais peut-être donner la parole, Maxime, parce que tu avais des choses à dire là-dessus. Ben, très rapidement, là, à gauche, là, on voit un diagramme que j'utilise là, que j'ai traduit là, d'un auteur qui s'appelle Andy Field, qui démontre l'importance des statistiques et de toute la méthode scientifique. Puis c'est un peu un wrap-up là, de ce qu'on a fait ou avec des termes différents. Mais on voit que le point que je vais faire, c'est regarder, il y a une flèche qui revient vers l'arrière. Fait que l'idée, on retrouve ici ce que Yann nous disait. On a des faits, il y a des trucs qu'on va observer. Ça va nous amener une question. Et puis, dans la phase qui est un petit peu plus conceptuelle, ben, on va tout chercher qu'est-ce qu'on connaît actuellement pour être capable de se créer une question de recherche, une hypothèse, puis de se dire, bon, ben, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai les bons outils pour arriver à mettre à l'épreuve ces hypothèses-là pour passer dans le monde observable? Fait que ça nous permet de choisir des variables. Qu'est-ce qu'on va mesurer exactement, là? Comme tantôt Yann disait, le degré de contagion ou ça peut être quoi la virulence du virus, peu importe. Mais quand on arrive, quand on veut faire le passage, on peut faire des prédictions. Donc, ça va me prendre combien de cycles pour arriver à détecter ma maladie? Ben, moi, je pense que ça en prend X, peu importe. Puis là, on va aller chercher les données. On fait la cueillette. On va mesurer ces variables-là. Mais quand on les a mesurées, il faut ensuite les analyser. Puis en fonction des analyses qu'on va avoir, on va produire là, de la connaissance, là, des graphiques, des textes, des conclusions. Mais là où ce que je trouve que c'est très important, c'est l'aspect qu'on dit itératif là, dans le jargon. C'est que peu importe tu es rendu à quelle étape, ça se peut que tu reviennes à l'étape précédente. Tu reviens au début. Donc, tu peux avoir manqué ton coup. Tu commences à mesurer, puis tu dis, c'est une question débile, j'y arriverai pas. Ou mes outils ne me le permettent pas, on repart. On fait une hypothèse différente, on change d'angle, et ainsi de suite. Tu peux arriver à la fin aux données, puis te dire, bon, ben, j'arrive pas à mon résultat. Est-ce que c'est à cause que j'ai manqué mon coup, j'ai fait des erreurs, ou c'est juste impossible? La seule manière d'aller plus loin, c'est de retourner au début puis de recommencer. Fait que ça, c'est super insécurisant pour quelqu'un qui veut des vérités puis qu'on n'y a pas montré le processus de recherche. En soi, je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, le processus de recherche est très anxiogène. Il ne t'amènera jamais de vérité. Parce que peu importe aussi que tu t'es rendu jusqu'au bout puis c'était fantastique, tu t'es peut-être trompé. Fait que, bref, je voulais juste vous dire à quel point c'est pas une croyance, là, la méthode scientifique. Y croire aveuglément, ça se peut. Mais si on l'applique, on est vraiment là, à l'extérieur de la foi. Effectivement. Puis je veux dire, moi je dirais l'espèce je reconnais beaucoup le cadre de réflexion que j'essaie d'encourager quand je parle de culture avec douteux.org, avec l'organisme, dans le sens que si un objet culturel a peur d'une question, ça l'affaiblit. Si un objet culturel est capable de répondre à une question, est capable de l'encaisser, de survivre à des questions, ça le rend plus fort. Puis je pense que au travers de tout ça, il ne faut pas se gêner de poser des questions à un objet culturel, parce que c'est quand qu'on pose des questions et quand on en parle, quand on discute que l'objet est vivant. Sinon, il ne l'est pas. Puis, tu sais, je veux dire, idéalement, mais là, j'insiste, je parle d'un objet culturel. Je n'ai pas le background de scientifique pantoute, mais c'est ça, j'ai reconnu un parallèle dans ce que tu nous racontes là. C'est pas parce que toi, ton film préféré, c'est X qu'il y a personne qui a le droit de poser des questions de pourquoi tu aimes ça, mettons. Tu sais. Puis il faut que si tu es capable de dire que ça, c'est ton film préféré, idéalement, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'amener des arguments pour être capable de construire ton opinion, puis de recommencer au début des fois, de te dire, ben, finalement, j'aime moins ça qu'avant, ou whatever. On avance, merci. Non, mais tout à fait. Là, ce que tu es en train de dire là, c'est quand tu t'es rendu jusqu'au bout, là, dans le fond, puis tu as des bonnes conclusions, là, ben, ça prend beaucoup d'humilité aussi parce qu'il faut que tu acceptes que là, on va te les questionner par la suite, parce qu'il faut que ça se réplique, etc. Ouais. Fait que je laisse la place à Yann parce qu'en plus, je vois qu'il y a des beaux morgelons là, sur le dessin. Hey, fait que, je vais en savoir plus là, sur...
Oh là là, les morgelons, ça va. Les morgelons, les importants morgelons, ils sont là vraiment dans la maladie, hein, on va se le dire. Ça fait partie à la fois de la maladie et du traitement, hein. Ils sont partout. Donc là, j'ai mis une petite image au milieu. Le morgelon bleu et rouge, là, c'est une image une modélisation d'anticorps. Puis j'ai mis une image tirée d'une publication. Ceux qui voudront la voir pourront aller la voir. J'ai mis la référence. Qui montre le développement d'anticorps et puis la fixation d'anticorps chez des malades avec une maladie plus ou moins sévère dans le cadre de la COVID. Bref, on obtient ça c'est pour montrer qu'on obtient une donnée. Une donnée, donc c'est numérique, c'est quantifiable, c'est qualifiable. Il y a tout un degré de connaissance, ou en tout cas tout un cadre rigoureux qui permet d'apprécier la qualité et le sens d'une observation scientifique, d'un travail scientifique. Donc on met tout ça sous certaines formes qui sont très stéréotypées et puis très, très spécifiques en fonction des techniques qu'on emploie et puis des choses qu'on essaye de montrer. Puis on rédige ça. On écrit, on en fait un article, on présente, et puis un article. Donc là, c'est la partie à droite en haut. On rédige un article scientifique, puis l'article scientifique, c'est encore une fois très stéréotypé. Parce qu'en science, on aime pas tant, on aime inventer des nouvelles choses, mais on aime que le cadre soit toujours le même. On revient à la question du DM dans mes slides d'avant, on aime faire les choses by the book. On aime ça, utiliser le play handbook et puis le livre du maître de jeu, puis rester à ça pour faire de nouvelles choses, pour créer des nouveaux univers, des nouvelles histoires, des nouvelles games. Ben, autant qu'il y a un lexique qui se développe, mais il doit y avoir aussi une méthodologie de présentation de ces résultats qui se développent avec. Puis elles peuvent évoluer aussi. Voilà. Il y en a une pour que. C'est un langage commun pour que les scientifiques se comprennent plus rapidement. C'est juste ça. Ouais. Puis un truc qui peut être intéressant par rapport à ça et ce qu'on a dit avant, c'est que on peut imaginer que dans le cadre de jeux de rôle comme ça, on a chacun nos livres et puis chaque contexte apporte de nouveaux livres comme des addendums de jeux de rôle, des nouvelles quêtes, des nouveaux le compagnon des monstres ou quoi. Puis au bout d'un moment, à force d'avoir des livres, ça devient scrap et puis ça devient clunky, puis on n'arrive plus de temps à jouer. Là, on va avoir une nouvelle édition. On va passer à Shadowrun 6e édition. On passe je pense que c'est la 5e, je ne sais plus exactement pour D&D. Enfin bref, on va passer à une nouvelle édition qui va reprendre tout ça à neuf pour pouvoir tout reprendre et puis tout remettre dans un système cohérent. OK. Donc, c'est bon. Les éditions de Donjons et Dragons sont encore pertinentes. C'est bon, on avance. La science, c'est ça. C'est ça. Puis tu peux rejouer avec les anciennes versions. Elles restent pareilles, puis le lore reste pareil. Tous les personnages, ouais, tu vas avoir des petits changements ou des évolutions, mais tout va rester pareil. Puis si tu veux revenir à la méthode de jeu à l'ancienne, tu peux jouer à l'ancienne. Mais tu resteras dans le système ancien et ça ne sera pas nécessairement transposable dans le nouveau. Bref. Donc, on prend toutes ces valeurs, toutes ces choses en science, puis on les met ensemble, on les présente. On les présente d'une façon normée puis rigoureuse. Puis ça va être, on présente un grand contexte, un grand résumé, une introduction qui place le contexte, une section de matériel et méthode où on explique en détail comment on a fait les choses, une section de résultats où on donne toutes les valeurs quantifiables, et puis une section de discussion où là on les discute et puis on explique est-ce que ça match avec l'hypothèse qu'on avait au début, est-ce que ça ne matche pas, et puis qu'est-ce qu'on en retire, et puis quelle est la nouvelle science qu'on en ressort. Puis après, des références. Donc, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, tel ou tel auteur qui a écrit ceci, cela, les figures, puis toutes les données. Après, il y a des petites variations en fonction du journal, des petites subtilités, mais ça marche toujours selon cette grande norme. Quand on écrit une thèse, c'est pareil. Par exemple, moi, je suis en train de finir d'écrire ma thèse, et dans mon projet, donc, ce que je fais, c'est que je mesure des paramètres biologiques chez des patients qui ont une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus. Puis, ça fait plein de symptômes, et un des symptômes, c'est que ça te scrape les reins.
Puis, on pensait à la base que beaucoup des paramètres biologiques de la famille de ceux que je mesure, donc j'ai créé des nouvelles méthodes pour les mesurer, puis pour créer de nouveaux paramètres dans cette famille qui était déjà décrite. Donc, on pensait que cette famille, finalement, tout était associé à la maladie, puis tout était un facteur de risque. Donc, c'est-à-dire que si on détectait cet élément, ce marqueur biologique chez un patient, il était à risque. Moi, j'ai vu avec les statistiques et puis avec les choses que parmi tous ces nouvelles choses, moi, j'en ai décrit une, finalement, elle n'est pas associée à plus de maladies, plus de dommages aux reins, mais avec moins de dommages aux reins. Donc, ça va complètement, en fait, c'est complètement l'inverse de ce qu'on avait pensé à la base. Non! Oui. C'est peut-être protecteur, mais j'ai pas le bon type de patient, j'ai pas le bon type de cohorte pour aller vérifier exactement que c'est protecteur. OK. C'est une limite. Donc, je dis à la fin de ma thèse, dans ma conclusion, c'est que je suis en train d'écrire en ce moment même, que j'arrive justement à une observation qui était contraire à mon hypothèse, et puis que c'est intéressant parce que c'est protecteur, et puis qu'est-ce qu'on peut faire de cette observation, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour aller vérifier si mon observation est véritable avec de nouvelles méthodes qui permettront justement d'élargir le cadre de mesure, puis de voir si justement il n'y a pas des choses en dehors de ce cadre, comme on disait tantôt, que je ne mesure pas, que je ne peux pas mesurer parce que je n'ai pas les bons patients et les bonnes cohortes et les bonnes techniques. Là, quelles vont être les techniques pour ouvrir ce cadre et pouvoir vérifier tout ça? Donc, tout ça, je le mets. Alors, c'est sûr que, et puis pour reparler de frustration, moi, je suis en fin de thèse. Donc, ça a pu être moi qui vais le mesurer. Ça a pu être moi qui vais le faire. Mais ça va être de la nouvelle science, à partir de la science à laquelle j'ai contribué. Donc, ça va être un nouvel étudiant qui va prendre le relais et puis qui va étudier ces questions. Et puis qui va probablement, lui, avoir un nouvel input, pouvoir proposer de nouvelles méthodes, de nouveaux cadres, avoir un regard frais, et puis pouvoir étendre encore cet ensemble de mesures qu'on fait, et puis ce tableau qu'on observe pour voir justement si nos observations sont bonnes, sont vérifiées, puis si tout est bon. Il y a ça aussi de bien quand on note l'espèce de méthodologie standardisée. Ça fait que c'est facile pour quelqu'un d'autre de prendre le relais. C'est quand même pas mal cool. C'est un avantage, ça. Là. Fait que là, on arrive-tu au bout de 5-6 étapes? Ça, après, on arrive au bout, parce que là, vraiment, on est au bout. On présente nos résultats, on fait une thèse. Ta thèse, tu dis, toi, là. Ça. On fait une thèse, on publie un papier, on fait de quoi? Vraiment, on en est au bout. Puis, et puis, là, j'ai mis un congrès en bas à droite. On présente aussi nos résultats, pas uniquement à des journaux. Il y a toute une méthode dont on pourra parler éventuellement peut-être une prochaine fois ou après en fonction du temps qui nous reste. Mais on va présenter nos résultats à du monde aussi directement, avoir des interactions directes, des échanges. Que ce soit en conférence, sur Zoom maintenant ou sur des plateformes parce que pandémie, puis risque. Oui. Mais on va se confronter à la question, et puis ça revient à ce que tu disais tantôt justement sur ton travail dans l'organisme dans Douteux, c'est justement la science et puis la force de la science va se confronter et puis va être renforcée à se confronter, à être questionnée par le monde. Amen. Donc, c'est à ça qu'on arrive. Puis donc, on va présenter au monde, on va justement transporter nos idées ailleurs, et puis on va le publier pour que des gens puissent reprendre les travaux, puis faire de la nouvelle science. Et puis ça, c'est comme si, mettons, on change de DM en restant dans le même système de jeu. On va pouvoir quand même utiliser nos feuilles de personnages avec ça. On va pouvoir utiliser C'est ça, on va pouvoir utiliser les feuilles de personnages, on va utiliser les mêmes règles, mais peut-être que l'univers sera complètement différent parce que ça va être complètement une autre vue de l'univers et puis une autre façon de regarder les choses à partir d'un même matériel de base. Donc vraiment, ça, c'est... Écoute, c'était un beau tour d'horizon de tout ça. Est-ce que c'est la dernière de tes slides? C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière parce que ça,
que j'ai présenté, c'est vraiment la méthode générale, et puis j'ai parlé des animaux, puis de tester les choses. Ça, c'est les phases précliniques, parce qu'on parle d'études cliniques, puis on entend beaucoup que les vaccins n'ont pas été testés. C'est faux. Ils ont été testés d'abord sur les animaux, ce que je viens de montrer, et puis l'idée un petit peu que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'était ce qui a été testé sur les animaux. Mais à la fin, souvent, je ne veux pas insulter les médecins vétérinaires, surtout que ma blonde en est une, mais souvent, si on fait de la recherche, c'est pour appliquer à des choses concrètes pour l'humain. On veut sauvegarder l'environnement pour sauver l'environnement pour que l'humain puisse persister. On veut étudier des maladies ou étudier la biologie pour comprendre ce qui peut ne pas marcher chez l'humain et puis exporter ça pour les soigner ou prévenir des maladies. Donc vraiment, on est quand même très ethnocentré un petit peu dans la recherche. C'est toujours quelque chose qui nous intéresse quand même. Ben oui, puis ça nous ramène aussi à l'autre tableau avant. On recommence à collectionner des données, puis il faut peut-être retourner plus tôt dans le processus, puis recommencer avec plus de groupes et tout et tout. Absolument. Écoute, merci beaucoup, Yann. Ça a été un sacré tour d'horizon. Est-ce que vous voulez rajouter des choses là-dessus? Rapidement, moi, j'aimerais vous présenter un petit schéma un petit peu humoristique là, pour revenir un peu à la distinction entre croyances et méthodes scientifiques, justement, là, comme on a parlé tout à l'heure. Puis, je pense que ça fait vraiment un beau mot de la fin. Il va y avoir Big Gates. On peut voir ici, donc, ce que Yann mentionnait tout à l'heure, hein, la science, c'est une démarche. Donc, on part au départ avec une idée, on veut réaliser des expériences, voir si les preuves les confirment, tout ça, créer une théorie. Bref, c'est assez complexe. La foi, elle, hein, tout comme la science, part d'une idée, mais ensuite, on ignore les preuves contradictoires et on garde l'idée pour toujours. Fin. Et voilà. Mais ça ressemble un peu à ce qui me faisait sortir, moi aussi. C'est que des scientifiques là, des bonnes découvertes, des erreurs, des limites, pour ça, ça a toute la même valeur, puis ça nous permet de nous questionner puis d'aller plus loin. Un scientifique qui a moins d'humilité, qui a peut-être un peu plus d'ego, qui va rejeter le questionnement ou il va plutôt écraser les autres qui ne pensent pas comme lui, on n'arrive pas à rien avec ça. Non. Puis ça existe. Fait que, bref, c'est super ça comme schéma parce que ça résume extrêmement bien tout ce qu'on vient de dire. Puis ça a l'air tellement plus simple à droite. Hein? Ça prouve que c'est mieux. Hein? Ben oui. Les réponses accessibles, en tout cas. Les réponses simples ont tout le temps le top. Ben écoutez, messieurs, je pense que ça nous amène à la fin de cette émission. Yes, merci beaucoup, Yann. C'était imagé. Il y avait des morgelons et un singe. Je suis content. Ouais. Merci, Tommy et Maxime aussi. Ben voilà, hein, on vous souhaite de rester très patient. Hein, c'est de plus en plus ardu ces temps-ci. Ça peut valoir la peine de déploguer de Facebook, des réseaux sociaux ou du reste. Vous n'êtes pas obligé de débattre avec les gens. Les choses devraient se tasser de la bonne manière. Il faut qu'on se ramasse avec une civilisation de l'autre bord de ça. Donc, envisagez pardonner à votre cousin qui partageait des shit pro-Trump puis du Q. On va s'en sortir pour le mieux pour tout le monde. Merci tout le monde. Yes. Vive la science. C'est pas ma religion parce que j'ai le droit de la questionner. Merci à tous. Merci tout le monde. Ben oui, merci bien gros. On se rejase avant longtemps. Bye. Bye bye. Bye bye.